Dan, can we start? Yes, you're clear on my end to start. Okay. Is the recording set? Yes, it started. Give me 1 second just to confirm, but I believe it has. Okay. Okay, the meeting is being recorded and we are ready to begin whenever you are. Thank you. Okay, thank you very much. So just to remind all the participants, please keep your mics mute. Rappelez aux participants de désactiver leur micro. Nous allons commencer dans quelques minutes. Professeur, est-ce que vous êtes prêt? Nous avons les services d'interprétation disponibles en anglais, en français et en portugais. Veuillez choisir votre langue d'écoute. Et lorsque vous prenez la parole, vous prendrez plutôt la parole lors de la séance questions et réponses. Désactivez l'interprétation pour ne pas entendre cette interprétation lorsque vous intervenez. Sur ce, je vous redonne la parole, professeur. Merci, Liwa. Bonjour. Depuis New York. Bonsoir pour les personnes qui se trouvent dans les pays africains. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième et dernière session interactive. Nous nous sommes penchés sur le cas du Nigeria et le cas du Cap-Vert lors des 2 séances précédentes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un géant en Afrique en termes d'économie et de d'autres industries. Nous allons nous pencher sur le cas de l'Afrique du Sud. Et j'espère que nous aurons plutôt d'excellentes discussions. Lorsque nous parlions du Nigeria, lorsque la secrétaire générale adjointe parlait du cas du Cap-Vert, nous avons dit que nous allions avoir un dialogue, une discussion, au lieu d'attendre des réponses après que des questions aient été posées. Nous voulons entendre parler de vos expériences jusqu'à présent. Et si vous venez de l'Afrique du Sud et que vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à réagir à ce qui aura été dit sur l'Afrique du Sud. Juste à titre de rappel, nous parlons de cette quadruple interconnexion. Il ne faudrait pas que vous pensiez que c'est un terme important ou compliqué. Cela fait maintenant quelque temps que je travaille sur ce thème et nous avons tous été préoccupés par la paix et la sécurité. Et nous nous sommes penchés sur la question suivante, comment parvenir à cette paix et à cette sécurité? C'est la même chose que nous avons fait lorsque nous avons parlé du développement des droits de l'homme et également des questions humanitaires. Lorsque nous parlons de ces 4 préoccupations que je viens de citer, il y a certaines agences onusiennes qui vous viennent à l'esprit, à savoir le département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Vous pensez également au département des opérations de maintien de la paix. Lorsque nous parlons de développement, les gens ont tendance à penser uniquement au PNUD, aux institutions
des droits de l'homme. Et lorsque nous parlons des questions humanitaires, on pense à plusieurs agences qui traitent des questions humanitaires. Mais le bureau du coordinateur de ces questions humanitaires se trouve à New York. Nous avons également des institutions qui fournissent l'approvisionnement alimentaire dans certaines régions. Lorsque nous pensons à ces agences, il ne faut pas se limiter uniquement à ces agences et ne pas penser que ce sont des institutions à part entière. Non, nous voulons identifier ces 4 questions essentielles qui sont nécessaires pour avancer en Afrique. Et nous devons également mettre l'accent sur plusieurs éléments. Il ne faut pas uniquement parler du développement du PNUD ou de la paix, de la sécurité, en pensant au secrétariat ou alors aux droits de l'homme, en pensant également au secrétariat ou à d'autres institutions indépendantes ou à part entière. Non, nous devons changer la donne, modifier notre manière de penser et essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble. Nous voulons avoir des efforts coordonnés, harmonisés, qui vont nous permettre d'avancer. J'aimerais également dire que nous ne pouvons pas uniquement nous concentrer sur cette quadruple interconnexion et nous attendre à modifier nos manières de penser. Nous devons également nous dire qu'il y a d'autres situations contextuelles que nous essayons de relier avec les autres, avec d'autres éléments. Et ces 4 questions qui portent sur des contextes différents sont les suivantes. La gouvernance, qui est un pilier à part entière, et la gouvernance est le fondement essentiel qui vous permet de mettre en œuvre ce dont nous parlons, à savoir ces 4 piliers. Et lorsque nous parlons de gouvernance, nous parlons également de direction. Nous parlons également de corruption qui semble être généralisée sur le continent. Ce n'est pas uniquement une question qui touche certains pays, non, elle est de plus en plus généralisée sur le continent. Ce qui est également important pour notre objectif et dont nous ne parlons pas vraiment, c'est le fait que les pays africains existent sur la scène internationale et les facteurs externes auxquels ces pays font face sont importants, surtout lorsque nous parlons de la mise en œuvre de ces 4 piliers, que ce soit en termes d'adéquation au niveau de l'assistance qui est fournie. Si vous vous rappelez de ce que les États-Unis ont fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale en termes d'assistance, les Américains ont fait en sorte que les Européens se remettent de cette guerre. Et nous n'avons pas vraiment ce type d'intérêt qui se manifeste lorsque nous parlons des problèmes auxquels l'Afrique fait face. Et il s'agit là de situations qui appellent à des facteurs externes. Et ce sont ces facteurs externes qui déstabilisent les pays pour diverses raisons. Il y a eu beaucoup de documents à cet effet. Nous avons parlé des dirigeants africains qui ont été assassinés, qui voulaient faire bouger les choses, des opposants qui étaient soutenus par des puissances extérieures.
Nous avons également parlé des arrangements qui existaient par-ci et par-là. Les institutions jouent également un rôle clé dans tout cela. Nous devons garder ces institutions à l'esprit. Nous devons également tenir compte des ressources. Les ressources dont disposent certains pays. Par exemple, mon pays a suffisamment de ressources pour avancer, mais ce n'est pas le cas. Et toutes ces questions sont des questions qui persistent depuis longtemps. Ce sont des questions à part entière, mais nous devons vraiment les prendre en compte lorsque nous parlons de cette quadruple interconnexion, d'utilisation de cette quadruple approche. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de l'Afrique du Sud. Et en ce qui concerne l'Afrique du Sud, j'aimerais dire que les conflits ont créé des problèmes en Afrique du Sud. Je ne pourrais pas dire que c'est la même chose pour le Nigeria ou le Cap-Vert, dont nous avons parlé auparavant, mais les moteurs essentiels des conflits incluent la corruption dont j'ai parlé et des conflits fonciers non résolus, les conflits, la concurrence pour l'argent et le pouvoir, ainsi que des conflits entre groupes ethniques rivaux et les races, parce que la question de la race est toujours très pertinente en Afrique du Sud. Nous devons saluer les efforts du pays pour parvenir là où il en est depuis 1994 jusqu'à présent. Le déficit de la gouvernance reste une menace majeure pour la paix, la sécurité, le développement, les droits de l'homme et l'aide humanitaire. Le chômage, la corruption, l'inégalité, l'injustice, les crimes violents et les conflits fonciers sont des problèmes majeurs dans le pays. Et j'aimerais rappeler à chaque participant de choisir sa langue d'écoute. En ce qui concerne les services d'interprétation, nous avons l'interprétation disponible en anglais, en français et en portugais. L'Afrique du Sud a été confrontée à des cycles répétés de protestations et d'attaques xénophobes. Cela fait maintenant 28 ans que l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud. L'apartheid était une politique étatique à l'époque en Afrique du Sud. Et l'ANC a été critiquée parce qu'elle menait une politique de pauvreté, d'inégalité, de violence, de crise sanitaire et de corruption persistante. Les inégalités raciales, les inégalités socio-économiques ont persisté depuis 1994. Par la suite, je vais plutôt vous parler des progrès réalisés en Afrique du Sud. Une évaluation de l'Afrique du Sud après 1994, effectuée par Afrobaromètre en 2016, montre qu'en moyenne, seuls 37% des citoyens estiment que la vie s'est améliorée depuis 1994 sur une série d'indicateurs socio-économiques, alors que 24% pensent que les conditions sont restées les mêmes et 38% pensent qu'elles se sont détériorées. Ceci signifie que 62% des Sud-Africains ont une opinion négative par rapport à ce qui s'est passé depuis 1994. Dans ce qui concerne la plus grande partie des personnes interrogées, il y a une amélioration des relations raciales à hauteur de 52%, alors que seulement 17% perçoivent qu'il y a une amélioration des différences plutôt entre les riches et les pauvres. Donc, nous avons mis l'accent sur les inégalités socio-économiques.
Et actuellement, au vu de ces statistiques, l'Afrique du Sud fait partie des pires pays en termes d'inégalité. L'Afrique du Sud occupe une place très basse en ce qui concerne ces inégalités. Il y a 83% environ de Sud-Africains qui sont témoins des inégalités dont nous parlons. Donc, si vous dirigez une société qui n'est pas inclusive, vous allez rencontrer des problèmes. Et dans une publication du Bureau de la conseillère spéciale en 2018, il est souligné que l'absence de sécurité humaine affecte les possibilités des individus d'exercer leurs droits et de participer au développement de leur société. Car la sécurité humaine fait référence au fait de vivre sans crainte l'insécurité ou la violence, qu'elle soit politique, criminelle, économique, sociale ou sexiste. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, ce qui va affecter les opportunités des individus d'exercer leur droit de participer sur le plan économique, politique et social au développement de la société. Selon la Commission sur la sécurité humaine, en 2003, lorsque les gens sont en retard dans la voie politique et souffrent d'inégalités et de manque de divers droits et libertés fondamentales et d'expression, il ne peut y avoir que peu de développement humain. Tout ceci pour dire que nous devons tenir compte de tous ces éléments. Bien sûr, j'aimerais dire que le gouvernement de l'Afrique du Sud participe à plusieurs initiatives qui semblent poursuivre cette quadruple approche, cette quadruple interconnexion et qui mettent l'accent sur la paix et la sécurité, la reconstruction et le développement, sur la promotion de la bonne gouvernance. Et c'est ce qui va permettre de résoudre certains problèmes liés au contexte dont j'ai parlé. Dans le cadre du MAEP, et le MAEP a vraiment été très actif dans le cadre de cela depuis l'époque de Thabo Mbeki jusqu'à présent. L'Afrique du Sud a vraiment appuyé le mécanisme africain d'évaluation par le MAEP ainsi que la protection des droits de l'homme. L'Afrique du Sud contribue également au développement socio-économique par la participation à la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En ce qui concerne maintenant les ODD, l'Afrique du Sud a un mécanisme de coordination nationale pour les collaborations et les rapports nationaux sur le programme 2030, les ODD, et sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, à savoir l'Afrique que nous voulons, et le plan indicatif régional de développement stratégique de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, conformément au NDP. Conformément à l'examen national volontaire relatif au progrès accompli dans la réalisation des ODD, l'Afrique du Sud s'appuie sur 3 principes pour s'engager en faveur des ODD, la collaboration, la cohérence et l'impact. Et les principes de collaboration et de cohérence peuvent être appliqués à l'approche SQN et bien sûr, l'impact relatif à la mise en œuvre de cette initiative repose sur ce contexte dont j'ai parlé. L'Afrique du Sud tire profit des partenariats avec les gouvernements, la société civile, les syndicats, le secteur privé et les universités. Et bien sûr, il y a de très importants syndicats et universités en Afrique du Sud, ainsi que de très grands mouvements de la société civile. L'Afrique du Sud joue ce rôle de chef de file sur le continent lorsque nous parlons de ces domaines.
La politique et les intérêts politiques constituent un élément important pour l'approche Nexus en Afrique du Sud. La priorité donnée aux considérations politiques sur le Nexus et le SQN est un obstacle majeur. Alors, la question prédominante, les conflits ethniques alimentés par la concurrence pour les ressources rares. Je ne veux pas trop m'appesantir sur cette question, mais dans la plupart des communautés africaines, et aussi j'ai donné l'exemple du Nigeria, que nous avons le problème d'inégalité horizontale qui exacerbe la situation. Et ceci est très marqué en Afrique subsaharienne. On a les inégalités horizontales du point de vue des ressources, mais aussi des inégalités du point de vue ethnique. Et souvent, ces clivages ethniques sont suite aux inégalités dans le pays. J'aimerais également apporter le même éclaircissement que celui que j'ai évoqué quand j'ai parlé du Nigeria. Le problème n'est pas que on est des Zoulous, des Shona. Ce n'est pas là où se trouve le problème. Le problème intervient quand les politiciens politisent ces différences nationales qui ne devraient pas du tout être un problème et donnent l'impression que leur propre réussite dans la collecte des ressources est due au concours de leur propre groupe ethnique. C'est une politisation de l'identité ethnique et c'est cette politisation à laquelle il faut qu'on accorde beaucoup d'attention. Diapo suivante. L'autre problème dominant en Afrique du Sud, c'est le problème de la xénophobie. Vous savez tous, vous connaissez tous les cas multiples de xénophobie ou d'attaques xénophobes en Afrique du Sud. Selon un rapport publié en 2020 par l'ONG Human Rights Watch, bien que le gouvernement sud-africain ait lancé son plan d'action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée, les attaques xénophobes contre les non-nationaux restent nombreuses. Les forces de police armées qui utilisent les raids ou les perquisitions contre les marchandises de contrefaçon comme couverture pour le harcèlement et les attaques xénophobes. En 2017, les ressentiments xénophobes ont été soutenus par des propos officiels de la direction de la police sud-africaine, affirmant que le pays ne peut pas se rendre aux ressortissants étrangers et que la présence d'entreprises étrangères, entre guillemets, est un sabotage économique contre notre peuple. Cette tentative de discrimination ethnique par les institutions étatiques est une recette ou est une cause potentielle pour les conflits. Évidemment, quand les instances dirigeantes prêchent ce langage de haine, n'évoquent pas les investissements sud-africains dans plusieurs autres pays. Par exemple, dans mon pays, les compagnies sud-africaines telles que MTN ainsi que d'autres entreprises multinationales sud-africaines sont assez dynamiques comme c'est le cas partout ailleurs. Mais ces entreprises-là ne sont pas attaquées parce que on se demande dans quelle mesure est-ce que le fait d'un médecin, le fait qu'un médecin élimine l'emploi de quelqu'un d'autre va l'aider. Et ceci touche la paix et la sécurité et ça affecte également les autres facteurs, les investissements étrangers directs. Diapo suivant, s'il vous plaît.
Je ne veux pas m'appesantir sur ceci. J'ai déjà parlé de la corruption et de la capture de l'État. C'est un problème en Afrique du Sud. C'est facile pour nous de parler du gouvernement de Jacob Zuma parce que ce gouvernement a reçu énormément d'attention si on compare cela aux autres gouvernements, notamment en ce qui concerne la kleptocratie en Afrique du Sud. Mais ce qui est également positif par rapport à l'Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud montre au reste de l'Afrique qu'on peut lutter contre ce problème et ne pas prétendre de lutter contre ce problème comme cela est le cas dans mon pays. Lorsqu'ils ont décidé d'aborder le cas d'un ancien président, Jacob Zuma, ils s'y sont attelés et ceci a abouti à des problèmes massifs ou des problèmes considérables pour le pays, mais ceci ne se fait pas ailleurs en Afrique. Dans mon pays, cela ne serait pas le cas. Mais le fait qu'ils essaient de s'atteler de la problématique, c'est pour, au fait, lutter contre l'impunité et, en faisant cela, bâtir les fondations pour la lutte contre la corruption. La dynamique ou les dynamiques externes, j'ai parlé de cela déjà. Et évidemment, le racisme reste d'actualité et ceci a toujours une incidence négative sur la question de la terre et la distribution des terres. Donc, il faudrait pouvoir aborder cela et peut-être qu'un des problèmes que l'Afrique du Sud continuera à confronter pendant longtemps, notamment en ce qui concerne la question de la propriété foncière. Et ceci ne se limite pas à l'Afrique du Sud. Il y a une vidéo que j'ai regardée, notamment lorsque les États-Unis ont insisté que les Africains noirs ne peuvent pas acheter les biens immobiliers et les personnes qui avaient la permission d'acheter, les Noirs qui avaient la permission d'acheter et qui ont pu transmettre ces biens à leurs enfants, la valeur qu'ont ces biens reste à être inférieure, mais aussi ça détermine les écoles auxquelles on peut envoyer ses enfants et tout cela est justement lié au prix, que ce soit pour l'achat ou le loyer. Et en ce qui concerne l'effet du terrorisme et de l'insurrection sur l'Afrique du Sud, l'augmentation des populations des réfugiés en provenance de tout le continent a entraîné une augmentation de la migration légale et illégale vers l'Afrique du Sud, ce qui a mis à rude épreuve les institutions et les infrastructures du pays. Le lien étroit de l'Afrique du Sud avec les économies hors du continent, sa position de plaque tournante du transit continental et les défis en matière de maintien de l'ordre de gestion frontière contribuent à l'essor des activités criminelles organisées sur tout le continent qui dépendent de l'Afrique du Sud. Par exemple, le trafic d'êtres humains, le trafic des stupéfiants, donc des investissements accrus dans les réponses sécuritaires détournent des ressources financières limitées à d'autres priorités de développement et ce risque accru d'attaque par des loups solitaires favorise la militarisation croissante de la police, ce qui pourrait indirectement contribuer à accroître les tensions entre la police et les communautés locales. Et ceci est lié à la disparition de la paix et la sécurité. Comme on a vu, lorsque la paix et la sécurité ne sont pas là, on commence à être confronté au manque de développement. Et avec le manque de développement, on a plus
de violation des droits humains, et quand les droits humains sont entravés ou souffrent, les gens commencent à se déplacer, soit en interne, en tant que déplacés, ou dans des cas sévères, ils deviennent de réfugiés qui traversent les frontières de leur pays. Diapo suivant. Les manifestations en Afrique du Sud en 2021, les problèmes politiques et de sécurité ont fait exploser ces manifestations et cela a entraîné d'énormes pertes économiques. Les partisans de Jacob Zuma, en colère, sont descendus dans la rue de manière violente et destructrice après le début de la peine de 15 mois de prison de Zuma le 8 juillet. Dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng, les troubles ont duré une semaine et on a dénombré au moins 215 morts et un grand nombre de maisons, d'entreprises, de véhicules et de propriétés ont été détruits, ce qui a nécessité le déploiement de 25 000 soldats de l'armée. En fait, j'aimerais indiquer que pour ce qui concerne cette situation, les gens ont eu tendance à se concentrer sur le fait que Jacob Zuma a été condamné à une peine de prison et cela a déclenché les manifestations. Non, en fait, il y avait beaucoup de problèmes sous-jacents qui ont déclenché la planification et la mise en exécution de ces manifestations. Il y a notamment des problèmes liés au chômage, à la pauvreté, à l'égalité à l'intérieur du pays. Tous ces problèmes ont déclenché la problématique. Il est courant que le gouvernement se concentre davantage sur les avantages de la mondialisation, l'expansion du commerce international, la facilité de connexion à travers le monde, la facilité des flux financiers et s'intéresse moins aux inconvénients tels que l'expansion du commerce illicite, les flux financiers illicites et le crime organisé transnational. Les réseaux criminels transnationaux engagés dans la contrebande, le trafic d'êtres humains et de drogues illicites, la prolifération d'armes légères et de petits calibres prolifèrent aux frontières internationales. Ces activités ont été exacerbées par les crises dans la sous-région de l'Afrique australe. Les séquelles du sous-développement, la pauvreté, le chômage et les questions socio-économiques. La pauvreté et le chômage creusent les inégalités, ce qui favorise la criminalité sous toutes ses formes. Et le classement de l'Afrique du Sud par rapport aux principaux indicateurs de développement, notamment l'espérance de vie, l'indice pour le développement humain, l'indice de la perception de la corruption, les évaluations des ODD, l'indice de terrorisme, l'indice de fragilité, le taux de mortalité infantile, la facilité de faire les affaires montrent un certain avantage comparatif par rapport aux autres pays africains. Donc, ce que je suggère ici, c'est que la situation en Afrique du Sud n'est pas très satisfaisante, mais l'Afrique du Sud affiche une meilleure performance par rapport aux autres pays africains, mais il est important de signaler que l'Afrique du Sud pourrait améliorer ou pourrait effectuer des améliorations par rapport à certains de ces indices. Oui, s'il vous plaît, diapo suivant. En fait, ici, j'ai essayé d'indiquer
le rang et le score de l'Afrique du Sud, notamment en ce qui concerne l'indice de développement humain, tel que publié par le PNUD. Il s'agit là d'une approche ou d'un point de vue important par rapport à la performance des pays au niveau mondial. Et ça a été lancé en 1992. Et cela date de 30 ans. J'ai été impliqué dans la version de 1993 et de 1994. Et j'ai également travaillé en 1995 avec le PNUD, Bureau de l'Afrique du Sud, pour produire le plan national de développement humain qui faisait suite aux résultats de l'indice de développement humain. Alors, ceci indique également l'indice de développement humain. Pour ceux qui s'y connaissent mieux que moi-même en matière statistique, moi, j'ai fait toujours de travailler sur les statistiques, même si je n'avais pas de choix en tant que politologue ou sociologue en Nigeria. Ici, on essaie d'indiquer la manière dont les chiffres ont été calculés pour certains de ces pays. Pour ce qui concerne l'Afrique du Sud reste en meilleure posture avec un rang de 114 comparé à 126 pour le Cap-Vert et 161 pour le Nigeria. Donc, les Sud-Africains peuvent s'estimer en meilleure posture par rapport aux autres pays, y compris celui qui est dit comme étant le géant de l'Afrique. D'ailleurs, certains de mes amis disent que c'est un géant avec des pieds en argile. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Sur cette diapositive, on va jeter un coup d'œil sur certains facteurs. Et au fait, ici, j'indique que l'Afrique du Sud pourrait bénéficier de l'approche du quadruple nexus situationnel pour stimuler la réalisation des ODD. Vivre à l'abri du besoin et de la peur est essentiel pour l'Afrique du Sud en ce qui concerne la réalisation du développement et la paix. Et évidemment, quand on n'a pas quand les droits humains ne sont pas garantis, lorsque on n'est pas à l'abri du besoin, notamment du point de vue de la pauvreté, de la nourriture, lorsque on n'est pas à l'abri de la peur, même quand on n'est pas à l'abri de facteurs qui sont liés à la santé, par exemple. Nous savons tous l'impact qu'a eu la pandémie de la COVID-19 en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a peut-être souffert plus sur le continent à cause du continent. La peur liée à ces aléas entrave une véritable paix et un véritable développement. Il faut assurer la sécurité économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, personnelle, communautaire, parce que qu'on le veuille ou non, les politiciens ont politisé l'ethnicité et les gens commencent à compter ou à tenir en considération le fait que le président provient de telle ou telle communauté ou le ministère des Finances provient de telle ou telle autre communauté, même si cela n'a aucun impact sur sa vie au quotidien. Les gens disent pourquoi est-ce que vous avez tant de personnes d'une ethnie dans tel ou tel autre poste? Est-ce que vous êtes les seuls à avoir les compétences? Donc, cette politisation est déjà en place, mais cela ne veut pas dire qu'on doit continuer à se pencher sur cette politisation. Des efforts doivent être déployés pour faire comprendre aux gens que
le mérite est un meilleur facteur pour donner de l'emploi aux gens plutôt que d'utiliser comme facteur leur ethnicité. Il faudrait qu'ils soient en mesure de faire leur travail. La sécurité humaine doit être renforcée par la sécurité nationale. La tendance est de regarder le budget et parler de la défense, de la police, ainsi de suite. Et normalement, le gros du budget dans la plupart des pays au niveau mondial, mais surtout en Afrique, c'est le cas. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, nous avons besoin d'infrastructures qui existent déjà dans les pays les plus avancés pour pouvoir faire face à ces menaces sécuritaires nationales. Nous devons également renforcer les systèmes de sécurité, avoir des systèmes d'alerte rapide, des systèmes de riposte et des systèmes de préparation également à ces événements. Nous avons parlé des problèmes rencontrés par l'Afrique du Sud en 2021, problèmes dus à différents facteurs. Il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été détruites et beaucoup de personnes qui sont décédées. S'il y avait un système d'alerte précoce et un système de riposte précoce également, ceci aurait pu faire en sorte que les choses ne s'aggravent. Nous parlons en général de système d'alerte précoce, mais nous ne parlons pas de système de riposte précoce. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été détruites. Si nous avions des systèmes qui nous auraient permis de tout contrôler ou de maîtriser la situation, elle n'aurait pas empiré. Nous devons également accorder la priorité à la sécurité humaine. Diapositive suivante. Les ODD pour l'Afrique du Sud et les autres pays doivent être pris en charge entièrement par les pays et bien intégrés dans les plans et stratégies nationaux, intégrés dans les législations plutôt nationales et adaptés également au contexte national. Il ne faudrait pas uniquement percevoir ces ODD comme étant quelque chose que l'Occident nous force à faire ou à mettre en œuvre. Non, nous devons percevoir ces ODD comme des éléments qui nous seront bénéfiques. Et ceci, si nous sommes en mesure de réaliser les 17 ODD d'ici à 2030. Si nous commençons à les mettre en œuvre maintenant, nous déployons des efforts à cet effet, nous allons conduire nos sociétés vers le paradis, à savoir que nos populations pourront vivre le paradis sur Terre, seront libres, les États seront libres. Et tout ceci grâce à la réalisation des 17 ODD. Si nous pouvons nous atteler à cette tâche, les citoyens de nos pays n'auront pas de préoccupation, ne seront pas préoccupés par telle ou telle chose. Il faut également renforcer la capacité statistique et le suivi. Nous ne devons pas uniquement penser que les choses marchent bien, penser à la réalisation des ODD et ne pas connaître la situation dans le monde ou dans les différents pays. C'est pour cela qu'il faut renforcer cette capacité statistique et les systèmes de suivi qui existent ou non dans les pays. Il faudrait voir comment les pays progressent et améliorer la capacité de mise en œuvre en améliorant la capacité institutionnelle à la fois au niveau des systèmes et des ressources humaines est importante également. Nous devons vraiment mettre l'accent sur ce point et c'est pour cela que nous insistons fortement sur ce renforcement des institutions dans le contexte du cadre dont j'ai parlé, à savoir cette quadruple interconnexion. Et sans cette approche, nous n'irons pas loin, étant donné
que nous vivons dans des sociétés complexes et c'est pour cela que nous avons besoin de renforcer nos institutions, que nos visions soient traduites en actions sur le terrain. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une planification adéquate, de la transparence et de la responsabilité dans la mise en œuvre. Et il faut également qu'une attention soit portée aux mesures de lutte contre la corruption. Si l'on ne s'attaque pas à la question de la gouvernance en Afrique, il serait impossible d'espérer une réalisation importante des ODD. En d'autres termes, si nous ne nous attaquons pas au problème de la gouvernance en Afrique du Sud, il sera impossible de s'attendre à des progrès dans le cadre des ODD. Je vous remercie de votre attention. Et à présent, je vais ouvrir le débat pour prendre vos commentaires, vos observations et répondre aux questions que vous pourrez avoir. Je le redis encore, il ne faudrait pas que ce soit uniquement moi, le professeur, qui réponde aux questions. Les autres membres connaissent leur pays, connaissent la situation de leur pays et peuvent effectuer des comparaisons afin que nous tous, nous puissions tirer profit de ces expériences, de ces commentaires. Et tout ceci avec l'appui du bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique, le docteur Christina Duarte, qui elle également est soutenue par Kava et Noureddin. Alors, chers participants, le débat est ouvert. Levez la main si vous avez des questions ou des commentaires. Oui, je vois que José M. Sanchez a levé la main. C'est la première personne à le faire. Allez-y. José, veuillez activer votre micro pour pouvoir parler. Bonsoir. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour ce cours. J'aimerais également saluer le professeur Badejo et le remercier de son excellente présentation qui portait sur l'Afrique du Sud, un pays qui regorge de potentiel. Nous en sommes tous conscients, mais l'Afrique du Sud a également ses défis. En ce qui concerne la réalisation de cette quadruple interconnexion, le professeur a parlé de la xénophobie en Afrique du Sud ainsi que du problème du terrorisme dans ce pays si grand. S'agissant de ce problème, quelles actions ont été entreprises par le gouvernement sud-africain pour lutter contre la xénophobie qui sape le potentiel du pays, étant donné que le président Mandela souhaitait que l'Afrique du Sud soit un pays qui ne connaisse pas ces problèmes. Quelles sont les actions que le gouvernement souhaite prendre à cet effet? Et maintenant, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme en Afrique et en Afrique du Sud, dans les régions de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale, lutter contre le terrorisme est
très compliqué parce que les terroristes en Afrique sont aidés par des agents qui sont infiltrés au gouvernement. Le terrorisme ne découle pas de la mauvaise gouvernance, mais c'est tout simplement que ce problème n'est pas prioritaire dans certains pays. Nous devons travailler de manière acharnée, surtout dans la SADC. J'aimerais connaître votre opinion relativement à ces problèmes qui sont source de préoccupation pour les pays africains. Je vous remercie de votre réponse à ces questions. Merci. Elviano Silma. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. All the good examples we have in reading and listening from you. Vous avez parlé d'un très bon exemple. J'ai lu ce PowerPoint et j'ai également suivi votre présentation. Il ne s'agit pas d'une question que je vais poser. J'ai pensé à un pays lorsque vous parliez de cette quadruple interconnexion et de la marche à suivre en ce qui concerne la réalisation des ODD. Nous avons parlé du cas du Cap-Vert. Il y a d'autres pays en Afrique qui effectuent un très bon travail dans ce domaine, à savoir la réalisation des ODD. Alors que je lisais cette présentation sur l'Afrique du Sud, j'ai une question que je vais poser au professeur et à son équipe. Ne serait-il pas intéressant de se pencher sur un pays voisin de l'Afrique du Sud? De quel pays parlez-vous? Demande le professeur. Le Mozambique, la Namibie? Je parle d'un pays qui a eu des questions de génocide, qui a fait face à des problèmes de génocide. Oui, il s'agit du Rwanda, dit l'intervenant. Je pense que le Rwanda peut être un exemple dont nous pouvons parler. Pourquoi est-ce que j'ai pensé au Rwanda? Le Rwanda a eu un passé très trouble en raison du génocide. C'est à peu près la même chose que nous rencontrons dans mon pays, avec les nouveaux développements qui se sont passés dans mon pays. Donc, je pense que nous pouvons tirer des enseignements des uns et des autres, voir comment ce pays a pu venir à bout de ce problème de sécurité. Comme nous l'avons vu pour le Cap-Vert et peut-être pour le Sénégal. Il y a d'autres pays qui sont de très bons exemples dont nous pouvons nous inspirer. Et il s'agit là
de ce que j'avais à dire et à partager avec vous. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas ces dispositions qui permettent à d'autres pays de faire des présentations, mais c'est une très bonne proposition. Nous pouvons nous pencher sur d'autres pays, voir par exemple ce qui fonctionne au Rwanda et ce qui ne fonctionne pas dans ce pays, parce qu'il ne faudrait pas supposer que tout marche à merveille dans le pays. C'est vraiment intéressant de nous concentrer sur ce qui se passe dans le pays. Je me suis rendue dans ce pays à 2 ou 3 reprises et il y a beaucoup de choses que j'ai observées sur le terrain qui étaient très intéressantes et il ne fait aucun doute que, comme l'a dit la sous-secrétaire générale la dernière fois, je dirais que nous ne devons pas uniquement parler de cette quadruple interconnexion à part entière. Nous devons en parler dans le contexte du pays. Nous devons tenir compte de la situation de chaque pays en parlant de cette quadruple interconnexion. À la fin de son discours, la dernière fois, la secrétaire générale adjointe a parlé énormément de la direction. La direction est essentielle. Il ne faut pas uniquement avoir un dirigeant qui a une vision et qui est incapable d'appliquer cette vision. Il faudrait être en mesure de faire participer les peuples à cette vision. Et c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Et comme je l'ai dit, il y a différentes facettes du Rwanda et nous devons nous concentrer sur ces différentes facettes et nous pencher sur les différentes réalisations et les avancées qui se sont passées dans le pays. Bien sûr, le pays a pu progresser après le génocide et il y a eu de grands développements qui sont survenus dans le pays. José m'a également posé une question sur la xénophobie. Quelles actions étaient entreprises par le gouvernement sud-africain pour lutter contre la xénophobie? Oui, c'est José qui m'a posé cette question. Ça aurait été une bonne chose si nos collègues de l'Afrique du Sud répondent à cette question. Parce que c'est un problème très préoccupant. Et il y a eu des réactions peut-être un petit peu exagérées des uns et des autres. Lorsque ça s'est passé en 2021, il y avait des Nigérians qui ont décidé de brûler des magasins sud-africains comme ShopRite, par exemple, ou d'autres magasins qui étaient implantés au Nigeria. Et peut-être que ce qui a embrasé ces réactions, embrasé les gens, c'est les commentaires directs émis par des officiers de police, des commandants de la police qui ne voyaient pas la xénophobie comme un mal. Bien sûr, il y a également des dirigeants
qui ont condamné ces actes, J'ai donné l'exemple d'un médecin et de plusieurs Nigérians en Afrique du Sud qui sont des professionnels, mais il y a également beaucoup de Nigérians en Afrique du Sud qui sont des commerçants. Et le commerce, c'est un emploi très important, à savoir qu'il y a une personne qui peut fournir des biens et des produits à un autre pays, rendre ces produits disponibles. Mais ce commerce nécessite une très grande capacité intellectuelle et un capital également pour pouvoir effectuer ces transactions. Surtout lorsque nous parlons du manque de développement, des inégalités également, il s'agit là d'une solution facile. Les personnes qui sont riches en Afrique du Sud existent, mais il y a également des personnes pauvres qui sont en bas de cette chaîne. Et il y a des personnes, par exemple, qui disposent d'énormes lopins de terrain, qui ont même des pistes d'atterrissage chez eux, qui vivent des vies incroyables. Et vous allez être choqués, vous allez vous dire non, ça ne peut pas être en Afrique. Mais le gouvernement a vraiment essayé de lutter contre la xénophobie à chaque fois qu'il y a eu ces manifestations ou ces violences xénophobes. Donc, je ne pourrais pas faire de commentaires par rapport aux autres pays, mais je sais que chaque gouvernement a pris sa position contre le terrorisme. Maintenant, est-ce que ces gouvernements sont vraiment contre le terrorisme? Ça, c'est autre chose. Mais José a dit qu'il ne s'agit pas uniquement de lutter contre le terrorisme, mais il faut s'approprier les territoires. Il y a également des contextes, des cas où ces terroristes sont infiltrés dans les gouvernements au pouvoir et font également partie des bénéficiaires de ces actes terroristes, que ce soit au niveau du trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, au-delà des frontières, etc. Donc, bien sûr, je vais prendre la réponse de Ms. Varela. J'ai contacté un collègue de l'Afrique du Sud par mail pour demander à cette personne d'intervenir pendant 10 minutes pour nous parler de la situation en Afrique du Sud, mais je n'ai pas eu de réponse de cette personne. Je sais qu'il y a des participants de l'Afrique du Sud qui sont là, qui n'hésitent pas à nous faire part de leur expérience. Bonjour tout le monde, je m'excuse, professeur, je ne suis pas de l'Afrique du Sud. Bon, je sais que vous êtes du Cap-Vert. Oui, je suis du Cap-Vert. Il fait très chaud ici aujourd'hui, mais merci professeur d'avoir partagé avec nous cet exemple de l'Afrique du Sud. C'est très riche comme étude de cas. C'est également une occasion pour renforcer l'intégration politique, mais aussi l'intégration des connaissances. On a besoin de cela sur le continent.
et nous avons tendance à nous isoler dans nos pays et nous n'avons pas tendance à avoir la prise de conscience par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Donc, merci, professeur. Ce n'est pas vraiment une question que j'ai, c'est plutôt une observation. Lorsqu'on suit cette intervention sur l'Afrique du Sud, au fait, c'est comme si on se voit nous-mêmes. Il y a dans beaucoup de questions qui ont été soulevées, mais plus que jamais, les EDD constituent une révolution sociale que les communautés et les citoyens devraient s'approprier. Je pense également qu'on doit également avoir la volonté ou la conscience que cette révolution ne va pas commencer du haut vers le bas. Ça doit commencer à partir du bas vers le haut, ça doit commencer de la base de nos communautés. C'est pour cela que j'ai beaucoup d'espoir dans la société civile. Je pense que toutes les révolutions qu'on veut voir actuellement nécessitent d'avoir une société civile robuste. Nous avons besoin d'une société civile qui va surveiller et qui va veiller à la mise en œuvre des ODD. Monsieur le professeur, vous avez parlé d'un instrument très intéressant par rapport auquel j'aimerais attirer notre attention, c'est notamment les rapports nationaux volontaires que les pays se mettent aux Nations Unies par rapport à la mise en œuvre des ODD. C'est très important pour nous en tant que communauté, en tant que société civile, en tant qu'organisation, de surveiller nos gouvernements. En fait, comme vous l'avez dit dans votre communication précédente, on ne peut pas laisser les gouvernements être le seul acteur important en ce qui concerne la mise en œuvre des ODD. Je pense que on est arrivé à la conclusion que les gouvernements sont évidemment des acteurs les plus importants dans cette révolution, mais ils ne sont pas les seuls. Le secteur privé a un rôle très important à jouer. La société civile également. Et quand vous avez parlé des droits humains, c'est important pour les pays de revoir leurs lois en ce qui concerne la liberté d'assemblée et la liberté d'expression. Donc, il faut faire de sorte que les gouvernements non seulement sont tenus à réaliser les ODD en utilisant leur propre cadre, mais il faudrait également que les communautés puissent en profiter et tirer meilleur profit. Merci beaucoup, Liwa. Je ne sais pas si on a des observations dans la boîte à messagerie ou des questions que vous pouvez rapidement partager avec nous autres, parce que certains parmi nous n'avons pas pu lire le chat. Bon, je suis en train de lire le chat et il semble que la plupart sont des observations et non des questions. Donc, je ne vois aucune question dans la boîte à messagerie. Mais y a-t-il des observations intéressantes ou des commentaires intéressants que vous pouvez lire à l'intention des participants? Oui, il y a un commentaire sur l'Afrique du Sud qui indique que je pense que le cas de l'Afrique du Sud montre qu'on a une appréhension binaire de l'Afrique du Sud où on a soit un pays en conflit, soit un pays en paix. On peut avoir une paix négative, comme cela pourrait avoir le cas en Afrique du Sud. Toutefois, l'éclosion de violences xénophobes en 2020, ainsi que la violence au niveau national et l'insécurité indiquent que l'Afrique du Sud n'est pas dans un état de paix absolue en tant qu'État. Alors, lorsqu'on analyse cette situation, c'est le degré de paix ou de conflit qui détermine la mesure dans laquelle la paix, le développement et
les droits humains peuvent être opérationnalisés et mis en œuvre. Le cas de l'Afrique du Sud également montre que l'alternance entre différents piliers a un impact à d'autres piliers tels que l'inclusion sociale et la violence. Le cas sud-africain également montre la mesure dans laquelle les aspects fondamentaux de la gouvernance sont importants, mais aussi montre comment la capture de l'État peut faire dérouter les avancées. Donc, ça, c'est un commentaire majeur dans le chat. Très bien. Merci beaucoup. Je vois une main levée également. Oui. Oui, Esregilde Silva. Esregilde Silva. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour à vous tous. J'ai une question. C'est une préoccupation par rapport aux attaques étrangères ou par rapport aux attaques perpétrées contre les étrangers en Afrique du Sud. C'est un grand défi qui entraîne l'augmentation du chômage tel que le professeur l'a mentionné. Donc, voici ce que j'aimerais savoir. C'est ça ma question. Oui. Merci de votre commentaire et de votre question. Évidemment, le fait que le problème du chômage soit aussi grave affecte les autres facteurs. Mais aussi, il y a l'autre problème qui est le manque de la paix et la sécurité. Lorsqu'il n'y a pas de paix et de sécurité, on a tendance à avoir des réactions fortes de la part du gouvernement, et notamment le gouvernement est mis dans une situation où ils doivent mater les personnes qui entravent la paix et la sécurité. Ceci entrave la paix et le développement et ceci nous place dans un cercle vicieux dans lequel il n'y a pas de développement, où il n'y a pas de paix et où les problèmes sont exacerbés, où il y a plus de problèmes en ce qui concerne les droits humains et aussi en ce qui concerne la situation humanitaire. Évidemment, l'Afrique du Sud affiche une performance raisonnablement bonne, notamment en ce qui concerne la question du terrorisme. Ils ne sont pas aussi forts que dans d'autres régions de l'Afrique. On pourrait dire que certaines des situations de criminalité organisée qu'on trouve en Afrique du Sud pourraient être exportées à d'autres régions de l'Afrique. Je me demande alors s'il y a d'autres observations en portugais ou en français. Que Dr Rita Tanero ou que M. Danmansea pourrait partager avec les autres participants qui n'ont pas pu comprendre ces langues dans la boîte à messagerie. À part ça, Olivier, vous pouvez contribuer. Peut-être que vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Olivier. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis du Tchad.
Je voudrais apporter juste quelques contributions donc, par rapport à ce que le professeur Femi a dit. Je crois que la situation de l'Afrique du Sud en ce qui concerne les défis relatifs à la corruption, à la gouvernance, et ainsi de suite, ce sont des observations de façon globale qui peuvent s'appliquer à plusieurs États en Afrique. Mais le défi majeur, à mon avis, reste toujours le problème de la corruption. La corruption dans certains pays, elle est presque institutionnalisée. Vous avez la corruption, elle commence au sommet de l'État, elle descend jusqu'au bas de l'échelle, jusqu'à même au bas niveau, vous voyez. Et quand c'est à ce niveau-là, ça va être extrêmement difficile pour la plupart des pays africains d'aller effectivement vers les objectifs du développement durable. Parce que si vous ne résolvez pas la question de la corruption, il va être extrêmement difficile de pouvoir mettre en pratique les 4 piliers que nous sommes en train d'étudier depuis le début de cette formation. Le deuxième problème qui me semble être très important aussi, c'est celui de la gouvernance. Et là aussi, tout part de la volonté politique, comme je l'avais déjà dit une fois, tout part de la volonté politique. Si vous avez des gouvernants qui tirent bénéfice à maintenir les pays dans un système de gouvernance avec des institutions faibles et des institutions qui sont au service des personnes, alors qu'en temps normal, on devrait mettre des personnes au service de l'État, c'est-à-dire donc finalement au service de tout le monde. Si la tendance est inversée, ça va être difficile aussi de mettre en œuvre les piliers que nous sommes en train d'étudier. Donc finalement, une question me vient à l'esprit, mais quels sont les mécanismes ou qu'est-ce que nous pouvons, de façon globale en Afrique, trouver et mettre en place qui puisse lutter efficacement contre la corruption, c'est-à-dire qu'un système qui pourrait être en mesure d'influencer les tendances nationales vis-à-vis de la corruption, même si les autorités locales ne sont pas surtout ne manifestent pas une grande volonté à lutter contre la corruption. Parce qu'il y a certains États, vous avez l'impression que si la pression ne vient pas d'ailleurs, au niveau national, c'est difficile parce que la corruption se retrouve à tous les niveaux. Tout le monde presque se retrouve impliqué. Et comment on peut alors lutter contre cette corruption-là qui devient quasiment une pandémie, si vous me passez le terme. Merci beaucoup. Well, thank you very much. I would say this was also. Je dirais que cela a également été une question qu'on a posée à la secrétaire générale adjointe l'autre jour et elle a suggéré l'utilisation de la technologie. Et la technologie, au fait, pourrait aider à améliorer la transparence. Mais dans ma réaction à ce qu'elle avait dit, j'ai également indiqué que ce n'est pas une question d'utiliser la technologie pour exposer où le vol a lieu ou les détournements se font, mais il faut qu'on ait une structure politique ou des fonctionnaires publics qui ne sont pas intéressés à être impliqués dans tout acte qui va entraver l'objectif de lutter contre l'impunité à tous les niveaux. Des fois, ceux qui sont dans le gouvernement eux-mêmes sont tellement empêtrés profondément dans les affaires corrompues, de telle manière que pour aller de l'avant et aborder les notifications qui proviennent des structures, des technologies pourrait être difficile. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ici on parle de ceci aujourd'hui, mais aussi on a des organismes des Nations Unies, de l'Union africaine qui interviennent en tant que
fonctionnaires internationaux. Et on dit que si on fait 1, 2, 3, on aura le quadruple nexus, on aura les synergies, mais en même temps, ils voient la corruption qui rend impossible la réalisation de ce dont ils sont en train de parler. Mais en même temps, ils sont quand même toujours à même de mettre en évidence ce qui devrait être fait. Et lorsque cela plaît aux organisations internationales, ils parlent de la corruption, mais beaucoup reçoivent ces fonds qui sont volés et ils sont au courant parce que on sait que le président sait combien vous avez volé, vous et avec vos acolytes, et combien vous gardez dans son pays. Et il faut qu'on vous rappelle que votre argent sera confisqué si vous continuez sur cette lancée. Et immédiatement, il faudrait qu'on puisse changer ce comportement. Et donc, je suis d'accord avec vous. J'ai eu des débats en moi-même sur cette question de corruption de leadership, mais j'ai décidé de placer en première position ceux qui ont eu un leadership qui a une vision et qui est déterminé à laisser un patrimoine, parce que beaucoup de dirigeants africains ne sont pas intéressés dans le patrimoine qu'ils vont laisser derrière eux. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent voler pour enrichir leurs enfants qui ne sont même pas encore nés, mais aussi pour les futures générations qui pourront consommer ce qu'ils sont en train de voler. Donc, est-ce qu'on peut lutter contre la corruption? Oui, nous pouvons le faire. Bon, j'aimerais m'arrêter là parce que je vois qu'il y a bon nombre de demandes de parole. Maria, veuillez activer votre micro et prendre la parole. Boa tarde a todos. Sou Maria da Luz, natural de Cabo Verde. Pronto, eu queria cumprimentar a todos os participantes e ao professor. Bonjour à tous. Je m'appelle Benicia, je viens du Cap-Vert. Je salue tous les participants ainsi que le professeur Badejo. J'aimerais poser une question. L'Afrique du Sud est un pays plus développé et pourtant ce pays fait face à la violence, aux inégalités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer cet équilibre entre la quadruple interconnexion et les 4 piliers? Merci. Abdourahmane Fofana. Merci, professeur. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir donné cette opportunité de prendre la parole. Je m'appelle Mohamedou, je viens de la Guinée-Bissau, mais je vis actuellement au Portugal. Ma question n'est pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire qui porte sur l'Afrique du Sud et sur l'Afrique en général. Pour moi, cette quadruple approche repose sur 4 piliers. Il s'agit là de questions qui reposent sur le contexte africain. Et cette approche va nous permettre de travailler de concert pour pouvoir résoudre ces problèmes. Nous avons étudié certains pays et ces pays
sont confrontés à des problèmes graves en termes d'exigences liées au développement, à savoir la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, l'état de droit, la justice et la sécurité. J'ai l'impression que la plupart, ou alors que tous les pays africains font face aux mêmes problèmes. Bien sûr, il y a des différences locales dans ces pays, mais tous ces pays font face à des problèmes de sécurité. Ces pays rencontrent également des problèmes qui mettent en péril leur sécurité. Sans la paix et la sécurité, nous ne pouvons pas parler de développement. Le manque d'organisation constitue une menace au développement. Je vais demander au professeur Badejo comment est-ce que nous pouvons réconcilier ces quatre pays, ces quatre piliers plutôt dans les pays qui font face à ces problèmes. Et surtout dans le cadre des pays qui ont été étudiés jusqu'à présent. Je vous remercie de votre question qui est similaire à celle posée par Maria da Luís Fortes. Je vais donner la parole à Lamine. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Lamine, veuillez activer votre micro. Lamine Sonko, veuillez activer votre micro. Bonjour, je m'appelle Lamine Sonko, je viens de la Guinée-Bissau. Est-ce que vous m'entendez? Demande l'intervenant. Merci, professeur, pour cette présentation, pour ces connaissances que vous partagez avec nous. J'ai un commentaire, à savoir qu'en Afrique, nous voyons qu'il y a la promotion du tourisme qui s'élargit de pays en pays. Nous avons entendu parler des problèmes rencontrés par l'Afrique du Sud, du problème de terrorisme qui touche l'Afrique du Sud, mais également d'autres pays. Nous avons également vu qu'il y a des problèmes comme la pauvreté et les inégalités en Afrique du Sud. Et Nelson Mandela avait déjà travaillé à la résolution de ces problèmes et voulait parvenir à l'égalité des races. Nous avons également vu qu'il y avait un problème de violence en Afrique du Sud. Nelson Mandela a laissé un très grand héritage pour nous tous. Nous connaissons tous Nelson Mandela, nous connaissons le rôle qu'il a joué en tant que dirigeant à cet effet. Nous sommes comme des branches d'un même arbre. La direction dont nous avons été témoins en Afrique du Sud n'a pas vraiment été probante, étant donné que les problèmes persistent. Comme je l'ai dit, il y a des problèmes de sécurité, de droits de l'homme, de développement dans le pays. Et il n'y a pas d'égalité entre les personnes. Il y a une mauvaise organisation de la société
Nous devons tout d'abord nous attaquer au problème de la direction. Ensuite, nous devons nous attaquer au problème de la corruption. La corruption est un problème structurel en Afrique du Sud. Je peux parler du cas de la Guinée-Bissau. Tout le monde veut gouverner, tout le monde veut être devant et il y a donc énormément de corruption dans le pays. Tout le monde veut prendre les devants, veut être à la une de tout ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de justice. Il faudrait que chaque personne soit responsable de ses actions. Il y a des personnes qui veulent jouer ce rôle de chef de file sans avoir les qualités nécessaires et requises. Comment nous attaquer au problème du terrorisme qui se propage en Afrique? Merci. Pour résumer, j'aimerais dire que l'essence même de cette cause est de secours plutôt, est de répondre aux questions qui ont été posées par les intervenants précédents. Nous voulons nous pencher sur la question des changements progressifs en Afrique en utilisant la méthode SQN. Nous ne parlons pas uniquement de cette quadruple interconnexion à part entière, nous voulons également trouver des réponses aux problèmes liés au contexte dans les pays, également dans le contexte de cette quadruple approche. Et les personnes tiennent compte également de cette approche et pensent à ce qui peut être fait pour lutter contre la corruption. Et ce simple fait signifie que nous devons lutter contre l'impunité. Et au cours de cet exemple utilisé pour l'Afrique du Sud, nous avons vu que nous pouvons lutter contre l'impunité parce que Zuma a dû être responsable de ses actions lorsqu'il était au pouvoir. Thabo Mbeki voulait discipliner Zuma, mais Zuma s'est servi du parti politique pour éjecter Thabo Mbeki du pouvoir. Et après, Zuma a accédé au pouvoir et a entrepris différentes actions, notamment avec la famille Gupta et d'autres actions étatiques. Mais la justice l'a rattrapé. Ce qui pourrait supposer que nous devons résoudre ces problèmes. Nous ne pouvons pas les éluder, nous ne pouvons pas les contourner. Nous devons mettre l'accent sur les 8 questions dans le cadre de cette approche SQN. Nous nous concentrons sur les piliers, mais également sur les 4 piliers contextuels. Qu'est-ce qui se passe en termes de direction? Quelle est la tendance observée en Afrique en matière de gouvernance et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cette gouvernance en Afrique pour veiller à ce que cette gouvernance repose sur les qualités et non pas sur les affiliations familiales ou autres? Comment est-ce que nous pouvons lutter contre la corruption si nous mettons en place des systèmes efficaces et si nous mettons également en œuvre la Convention des Nations Unies contre la corruption? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre ces problèmes? Madame Barella a parlé de la société civile. Bien sûr, il y a beaucoup de procès en cours au Nigeria avec la société civile dans des affaires de corruption. Et la société civile se rend devant les tribunaux sans crainte et prête à affronter les responsables. Parfois, le gouvernement fait semblant peut-être d'arrêter une personne qui a
commis des actes de corruption, mais une suite n'est pas donnée à ces affaires. Donc, il n'y a pas de remboursement de ce qui a été volé par ces grandes personnalités ou ces politiciens. Maintenant, nous posons la question de savoir ce qui peut être fait pour améliorer la situation dans les pays avant de parler, de tirer profit, plutôt de cette approche, de cette quadruple interconnexion. Je vais redonner la parole aux intervenants, mais je leur demande d'être brefs. Nous accusons déjà un retard de 5 minutes. Et si vous savez qu'aux Nations Unies, ces décisions ou ces réunions que nous couvrons virtuellement sont réglementées en raison des personnes qui fournissent les services d'interprétation et même d'autres personnes qui doivent vaquer à leurs occupations. Félix Bateau. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie pour votre présentation. Je n'ai pas de commentaires à faire. Plutôt, je n'ai pas de questions à poser, mais plutôt des commentaires. Nous avons encore un très long chemin à parcourir en matière de développement. Nous avons entendu parler du cas de l'Afrique du Sud, les problèmes que le pays rencontre, qui sont également les mêmes problèmes rencontrés par plusieurs pays africains. Nous devons donc continuer notre travail pour sensibiliser le public, fournir des informations sur les dirigeants africains afin que petit à petit, nous contribuions au changement. S'il n'y a pas de volonté politique, si nous n'avons pas de dirigeants qui ont cette capacité de changer les choses, tous ces efforts seront vains. Nous avons besoin de dirigeants qualifiés Nous devons également veiller à ce que ces dirigeants soient mieux équipés pour s'attaquer aux problèmes rencontrés dans les pays. Maria, est-ce que vous pouvez intervenir en 1 minute rapidement? Veuillez activer votre micro, Maria Deseu. Bonjour. Je prends la parole depuis le Cap-Vert et j'ai une question très rapide, très brève plutôt, à poser. Je sais que la corruption a des conséquences désastreuses sur les économies africaines et sur le développement en Afrique. Ma question est la suivante. Quelles sont les stratégies adoptées par la communauté internationale pour forcer les pouvoirs politiques africains à utiliser les ressources dans le domaine du développement socio-économique de leur pays, étant donné que ce sont les bailleurs de fonds, les pays donateurs qui fournissent ces ressources? Quelles sont donc les stratégies adoptées par la communauté internationale pour éviter la corruption ou pour lutter contre la corruption? Merci. Bint Sada, 2020, dernier commentaire que je vais prendre. Vince Saba, 2001. Allez-y. Eh bien, je m'appelle Joseph, je viens de la Guinée-Bissau. Ma question a été mise par écrit sur le chat
mais je vais la poser oralement. Elle porte sur cette quadruple interconnexion. Je parle de la mise en œuvre des ODD en tenant compte de cette quadruple interconnexion et en tenant compte de la situation des pays. Donc, nous savons que les pays doivent mettre en œuvre les ODD de la même manière que les pays européens le font. Je vous remercie à tous pour vos commentaires. Nous allons poursuivre ce dialogue sur la plateforme IDEP. Il nous reste un peu de temps pour le faire, parce que nous accusons une contrainte de temps. Nous sommes allés bien au-delà du temps imparti. J'ai parlé de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui énonce plusieurs choses qui peuvent être faites en ce qui concerne la législation, etc. Et la secrétaire générale adjointe, Dr. Cristina Duarte, a dit la dernière fois a parlé des efforts en matière de technologie dans la lutte contre la corruption. Et nous avons trouvé que la technologie ne permet pas de lutter contre l'impunité. Et le problème, c'est que souvent, le monsieur ou la femme impliquée est des fois bien connecté, donc la technologie n'est pas toujours une solution totale, et je ne pense pas qu'on devrait non plus dépendre sur les acteurs externes, parce que souvent, ceux qui sont à l'extérieur prennent l'argent et l'utilise dans l'entretemps, et des fois, l'argent se perd. L'argent que Haile Selassie a gardé en Europe, l'argent que Mobutu Sese Seko a gardé en Europe, cet argent est parti. Donc, il faut aborder tous ces facteurs, mais comme je l'ai dit, on a dépassé le temps qui nous a été imparti. Nous pouvons continuer ce dialogue sur la plateforme IDEP. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier tout le monde, les participants, en premier lieu, parce que si Osa, Liwa et Kava nous ont accordé l'occasion et qu'il n'y avait personne, cela ne serait pas la peine. Donc, nous apprécions tout un chacun. Nous apprécions Madame Christina Duarte, sous les auspices de laquelle nous avons pu tenir ce dialogue. Nous avons pu tenir ces 3 séances parce que tout ceci requiert des financements, des fonds. Nous apprécions également son personnel, Kava et Liwa, et les autres qui travaillent dans les coulisses, les interprètes qui nous ont permis de nous comprendre dans les 3 langues européennes utilisées principalement par les Africains, en plus de l'espagnol et de l'arabe. Et nous apprécions et remercions ces individus-là. Il y a Anthony également, mais je ne me rappelle pas du 3e collègue qui l'a aidé à pouvoir tenir notre réunion. Évidemment, il y a le docteur Rita et mademoiselle Dan qui travaillent dans les coulisses, qui nous ont encouragés, qui ont traduit les documents. Je remercie tout un chacun. Nous allons continuer, nous allons poursuivre ce dialogue. On n'en est pas à la fin. Et nous allons continuer ce débat dans
plateforme de discussion au niveau de la plateforme de l'IDEP. Merci, prof. Merci à tous les participants pour votre participation continue et active à cette série de séances en direct. Et j'aimerais rappeler tous les participants que nous avons déjà placé les enregistrements de la première et de la deuxième séance dans la plateforme de l'IDEP. Nous allons également y placer cette session au niveau du module 5. Je vous remercie et je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci. Merci. Est-ce que Dan peut mettre fin à la séance? Merci, prof. Yeah, Liwa, if our technical colleague can end the session. Hi, this is the technician. I can end this right now as long as that's okay. Okay, thank you very Yes, much. thank you. Okay, thank you. We really appreciate your support. It's been great, seamless. Thank you, Prof. And that's fantastic. Thanks a lot. Okay, Thank thank you, you. We'll Prof. continue Have a nice our day, own everybody. dialogue Ciao, elsewhere. ciao. Ciao. Adeu. Au revoir. Bye bye. Bye-bye. Thanks. Merci beaucoup, professeur. Mm.